Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui du tremblement de terre qui a meurtri, martyrisé la Syrie et la Turquie, non pas pour faire un numéro de topographe ou de spécialiste de géologie, mais pour vous parler des frictions humaines, de la tectonique des plaques humaines qui existent dans cette région. Parce que ce tremblement de terre ne s'est pas produit n'importe où. Il s'est produit au nord-ouest de la Syrie et le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Une frontière d'ailleurs qui n'est pas du tout reconnue par les Turcs. Les Turcs ne rêvent que de la repousser vers le sud, d'une cinquantaine de kilomètres. Pour eux, leur frontière naturelle, elle passe carrément au-dessus d'Alep, voire dans Alep même, quoi. Donc c'est bien au sud. Et ce sont les Français, les Anglais, les puissances fortes de l'époque, qui dans les années 1918, 19, 20, suite à la Seconde Guerre mondiale et à l'effondrement de l'Empire ottoman, ont imposé aux Turcs et à Atatürk notamment des frontières qui compriment la Turquie. Traité de Lausanne et de Sèvres, si je ne m'abuse. Donc la friction, elle est là. Et vous avez déjà une friction qui est politique, nationale, nationaliste. Les Turcs veulent pousser vers le sud, au sud de la Syrie. Enfin, ils veulent bouffer la Syrie, grignoter 50 kilomètres un peu plus dans la Syrie, mais aussi ils veulent bouffer le nord de l'Irak. Ils se sentent chez eux, dans le nord de l'Irak, et ils se permettent d'intervenir d'ailleurs dans le nord de l'Irak par des forces commando de temps en temps. Tout le monde s'en fiche parce qu'ils ne sont pas russes. Donc, quand tu n'es pas russe, tu as le droit de traverser les frontières de tes voisins. Personne ne t'en veut. Pareil en Syrie, vous avez les Turcs qui interviennent régulièrement avec des commandos, voire avec des équipements lourds, des tanks, voire avec des forces proxy, des paramilitaires alliés à eux, pour, soi-disant, pourchasser les Kurdes. Enfin, non, ils viennent démontrer leur souveraineté sur ces territoires-là. Donc pour les Turcs, l'arrivée de Al-Qaïda ou des terroristes en général au nord de la Syrie n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, pour moi, mais pas pour les Turcs. Parce que pour eux, tout ce qui affaiblit le gouvernement central de Damas ou de Bagdad est une bonne nouvelle. La hantise des Turcs, c'est pas le terrorisme en Syrie et en Irak. Leur hantise, c'est un gouvernement fort, sérieux. Or, il n'y a plus de gouvernement fort ni sérieux à Bagdad depuis 2003, ni de gouvernement fort et sérieux en Syrie depuis 2011. Guerre civile respective des deux pays. Donc le gouvernement syrien, il est très affaibli, celui de Bachar el-Assad, et il ne contrôle pas du tout les zones du nord-ouest, où d'ailleurs il y a eu le tremblement de terre, qui au passage sont des zones contrôlées par des terroristes, par Al-Qaïda, qui pour des raisons de marketing, personne n'est bête, qui pour des raisons de marketing donc se fait nommer An-Nusra ou le Front de libération du Cham, de la Syrie. Bon. Mais c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda contrôle ces territoires-là avec l'assentiment des Nations Unies, avec l'assentiment des Turcs qui officiellement, hein, c'est ouvert, c'est écrit, hein, euh, garantissent, disons, la souveraineté de Al-Qaïda sur ce territoire-là. C'est un territoire qui est géré par Al-Qaïda et qui est peuplé par des populations qui ne veulent pas du régime syrien. Donc vous avez des gens qui vivaient à Alep ou ailleurs, en zone contrôlée par le régime syrien, et qui ont migré vers ce territoire-là, obligés, avec un revolver sur la tempe, ou bien par conviction, pour conviction religieuse, hein, ils sont islamistes, ou parce que, vous savez, la vie, hein, c'est difficile, hein, parce qu'un frère, hein, une sœur est détenu de ce côté-là, on se donne soi-même en rançon, on va le chercher, puis on ne peut plus revenir. On a une femme enceinte, on va la retrouver, puis on ne peut plus revenir. Enfin, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Donc cette zone-là est la zone la plus meurtrie en Syrie aujourd'hui par le tremblement de terre. Et les secours ne passent pas ou pas assez parce que vous avez le gouvernement de Bachar al-Assad, le gouvernement officiel qui dit je ne peux pas laisser passer les secours à une zone rebelle parce que si je laisse passer les secours, eh bien je reconnais la souveraineté des rebelles sur la région puisque mes forces ne peuvent pas les accompagner. C'est comme s'il y avait des postes frontières à l'intérieur. C'est comme si autour de Paris, vous aviez des postes frontières vers Aubervilliers, et Aubervilliers était contrôlé par Al-Qaïda. Je vous parle de la France d'ici 30 ans, pas de celle de Charles Trenet, hein. Bon, c'est un cas d'école. Donc vous avez la susceptibilité du gouvernement syrien. Vous avez Al-Qaïda qui dit non, attention les mecs, moi je veux que dans les convois de couverture et de nourriture et de secouristes des Nations Unies, je veux qu'il y ait écrit destinataire gouvernement provisoire d'Idlib.
Parce que même Al-Qaïda, elle ne se considère pas comme un gang ou comme des terroristes. Ce sont des gens qui se considèrent comme un gouvernement légitime, donc souverain. Donc il dit, moi je suis un État. Donc vous me parlez d'État-État, vous me dites, vous me reconnaissez comme État. Donc vous mettez des badges sur vos camions, vous dites gouvernement de trucs. Et ainsi de suite. Donc vous avez ce tremblement de terre révèle non seulement la friction entre la Turquie et la Syrie et l'Irak, la question des frontières, mais aussi vous avez une friction entre le mensonge et la réalité, et le narratif, le récit. Le récit de nos chefs en France, ils nous disent, nous combattons le terrorisme, regardez au Sahel, on le combat, mais en réalité, nous sommes, sinon complices, mais du moins nous donnons nous fermons les yeux sur l'installation d'Al-Qaïda dans un pays souverain qui est la Syrie. Nous et nos amis du Qatar qui ont fait la Coupe du Monde. Nous et nos amis de l'Arabie Saoudite, de Mohammed Ben Salman, hein, qui sont nos amis avec qui on discute dans le G20. Voilà. C'est ça il y a la friction entre le mensonge et la réalité. Là, la réalité nous a rattrapés, et nous a éclaboussés. Et quoi qu'on dise nos chers consultants de plateau, c'est ça la réalité. Vous avez également une friction là-bas entre le monde arabe, le monde turc et le monde persan, puisque les Turcs sont les derniers venus, hein, les derniers arrivés. Ils ont réalisé un grand remplacement, n'en déplaise au génie de Libération et du Nouvel Obs. Le grand remplacement existe, c'est la grammaire de l'histoire, ou c'est une des grammaires fondamentales de l'histoire humaine. L'Anatolie n'a jamais été n'a jamais été turque. Elle a été turque par grand remplacement depuis le 11e, 12e, 13e siècle. Les Turcs seldjoukides et tout ça. Et ils sont venus d'Asie centrale, repoussés par d'autres peuples. Et cet élément turc, turcoman, a été plus dynamique que l'élément arabe, qui était l'originaire de la région, ou lui-même d'ailleurs a remplacé d'autres éléments. Mais bon. Et donc les Turcs ont vaincu les Arabes et ils les ont subjugués, et ça a donné l'Empire ottoman. Bon. Il y a eu d'autres choses avant, mais ça passe là, ça passe au nord de Alep. Vous passez d'un monde qui parle arabe à un monde qui parle turc. Et vous passez même au niveau de l'ADN change. Vous avez des Arabes qui viennent en général du Yémen, de l'Arabie, voire d'Égypte. Et vous avez là-dedans, et vous passez au nord, à des gens qui ont un ADN qui traduit l'Asie centrale, voire l'Arménie, puisqu'ils sont passés aussi il y a eu des échanges, des métissages avec le monde du Caucase. À côté, vous avez le monde persan. Le monde persan qui est donc un ADN différent. Hein, je parle de sang, parce que n'en déplaise à Madame Diallo, Madame Sandrine Rousseau, il y a l'ADN, il y a le sang. Et l'ADN raconte une histoire qui est une histoire raciale. Je suis désolé, la nature humaine est ainsi faite. Il y a des hommes et des femmes, excusez-moi du blasphème, et il y a aussi des races différentes et des ADN différents. Et l'ADN raconte notre histoire sur le long des âges. Donc il y a les Persans qui sont un ADN différent des Arabes et des Turcs, et ils sont une langue différente. Ils parlent une langue différente qui est le persan, le farsi, enfin peu importe. Ils ne sont pas très loin. Et vous avez le Caucase au-dessus, au nord, pardon, avec les Azéris, tout ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Et vous avez une couche de population qui est en bas des Arabes et des Turcs, en bas au sens chronologique, elle est arrivée avant, sont les Kurdes. Les Kurdes qui parlent le kurde, une langue différente, mais qui ont aussi un ADN différent. Et c'est une civilisation, une culture assez différente de celle arabe et turque et persane. Et les Kurdes, vous connaissez leur histoire, hein, BHL la raconte beaucoup mieux que moi, avec le panache qui lui va bien. Donc voilà, c'est de l'ironie pour ceux qui ne connaissent pas le canal. Donc, toutes ces frictions se retrouvent dans cette région-là. Et vous avez aujourd'hui, pour revenir à notre première remarque, la Turquie, elle agresse cette région-là en disant « je veux chercher les Kurdes, les terroristes kurdes ». Or, en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement les Kurdes, c'est planter son drapeau au nord de l'Irak et au nord de la Syrie. Vous avez donc des luttes politiques qui sont aussi en même temps des luttes ethniques, des luttes linguistiques, civilisationnelles. Tout le monde là-dedans est plus ou moins musulman, même si les Kurdes ne sont pas des musulmans non plus extrêmement rigoristes, mais ils sont officiellement musulmans. D'ailleurs, plusieurs peuples là-bas, hein, j'ai oublié les Assyriens, tout ça,
sont devenus musulmans pour avoir la paix, pour qu'on leur fiche la paix, pour qu'ils ne soient pas génocidés, tout simplement. Et les rares qui sont restés chrétiens, ben, ils sont en train d'être massacrés très gentiment, à Alep notamment, touchés par les tremblements de terre, dans l'indifférence générale du premier concerné, le pape argentin, le sous-pape argentin, et dans l'indifférence générale de la France. La France qui a été depuis toujours, je me réfère aussi à l'époque républicaine, hein, elle a été depuis toujours le gardien des chrétiens d'Orient. Elle est russe. Elle est russe. D'ailleurs, on s'est mis dessus, on s'est disputé, pour parler d'une manière correcte. La France et on a fait la guerre, la France et le tsar, en Crimée dans les années 1850, notamment à cause des chrétiens d'Orient. Parce que le tsar disait: je suis responsable des chrétiens d'Orient, notamment des orthodoxes, et la France, Napoléon III, a dit non, c'est moi qui m'en occupe, notamment des catholiques en particulier, les maronites, de tout ça. Bon, avec la France de M. Macron, nous maintenant, de toute façon, les chrétiens d'Orient, c'est déjà, c'est le, comment on dit, c'est les points après la virgule, hein, les chiffres après la virgule, c'est arrondi. Les pétrodollars du monarchie du Golfe nous ont fait oublier les devoirs historiques de la nation française, et j'ajoute républicaine. La République de gauche, de Jules Ferry, de Clémenceau, a été le gardien chevronné de ces chrétiens-là, en collaboration avec les églises. Hors de France, l'Église catholique et les protestants aussi ont été les partenaires, les amis de la République. Ils ont marché la main dans la main, hors de France. Je parle entre 1870 et les années 1950. En France, ils se sont disputés. La laïcité de 1905 et tout ça. Bon, je ne voudrais pas m'étendre trop sur le sujet de cette zone de friction. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le réel nous rattrape. Et le réel nous rattrape. Nous avons, une Turquie qui est en crise économique, mais qui a digéré la laïcité, elle l'a même expulsée, parce que, enfin, elle est quand même un peu, enfin, la Turquie n'est pas l'Arabie Saoudite. Sur le curseur, elle est beaucoup plus ouverte et laïque, on va dire, que l'Arabie, si je peux m'exprimer ainsi, mais on n'est plus à l'époque de la laïcité de Atatürk. L'islam a digéré la laïcité, l'islam a gagné en Turquie. Et en même temps, la Turquie a retrouvé le nationalisme. C'est-à-dire qu'elle a toujours été nationaliste, mais elle arrive maintenant à mélanger le nationalisme avec l'islam, ce qui est un avantage. Parce que Erdogan, il n'est pas bête. Il réussit à mobiliser deux énergies extrêmement fortes chez nous, les musulmans. Le nationalisme et le djihad. Atatürk, il ne pouvait mobiliser que le nationalisme. D'ailleurs, il était d'origine albanaise, je ne sais pas quoi, donc c'est presque pas des musulmans. On est dans le monde balkanique, c'est une autre... je vous dis, le sang parle fort. Les Balkans, le délire, c'est pas la religion dans les Balkans, c'est autre chose. Ce qui vous porte à tuer dans les Balkans, c'est pas la religion, je trouve. Comme au Rwanda, dans les Grands Lacs, on s'entretue pas entre évangéliques et musulmans, ou entre évangéliques et catholiques. On s'entretue entre entre Tutsi et Hutus. Le motif pour faire le mal, la part sombre des êtres humains évolue selon les ethnies, et selon les grands bassins culturels, bon, je trouve. Donc, vous avez aujourd'hui une Turquie qui, même en crise économique, elle est revigorée. Elle a un nationalisme qui est très fort, parce que l'élément turc est très orgueilleux. Il est beaucoup plus orgueilleux que l'élément arabe. Parce que l'élément arabe, on n'a pas beaucoup de choses desquelles être orgueilleux, nous les Arabes. On n'a pas beaucoup de grandes réalisations. Disons dans les 500 ans les plus récents, les derniers 500 ans. Parce que ce que vous voyez à Dubaï, au Qatar, nous les Arabes, ça ne nous remplit pas d'orgueil, parce que nous savons très bien que ce sont des palais en papier mâché. On sait très bien que c'est construit par les Népalais et les Indiens, et que ça a été dessiné par des ingénieurs européens ou américains. Et on sait très bien que, bon, nous aimons beaucoup nos frères et nos amis de Dubaï et du Qatar, même de l'Arabie, mais ce n'est pas des motifs de fierté pour nous. La fierté pour nous, c'est vraiment, ça aurait pu être l'Irak avant sa destruction, mais malheureusement Saddam Hussein avait pété un câble et puis il n'était pas sérieux. Et puis c'était un sanguinaire pour le sang, il était sanguinaire et tout simplement sanguinaire. Il n'a pas développé son pays. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les confettis, la pacotille, ça ne nous impressionne pas tant que ça. Alors que les Turcs, eux, ils ont de quoi, c'est un grand pays, hein, ils ont le ils ont le souvenir de la grandeur. L'Empire ottoman est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que nous, les Arabes, nous n'avons plus le souvenir de la grandeur. Notre dernière époque de grandeur, nous les Arabes, c'est les années 1200, 1100, hein, ça fait longtemps. Bon, vous avez
une Turquie qui a fait son coming out, voilà. Pensez à un homosexuel, elle est assumée. Et donc, elle est extrêmement à l'aise. Et elle a de quoi, elle a des beaux muscles, hein. L'islam et le nationalisme, le sentiment nationaliste, qui pour vous, chers amis français, est interdit, parce que vous êtes devenus, aux yeux de vos chefs, un sous-peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-peuple? C'est un peuple qui n'a pas le droit de s'aimer lui-même. Voilà. Tous les peuples au monde ont le droit d'être nationalistes, à part vous. Les Ukrainiens peuvent être patriotes, les Turcs peuvent être patriotes, sauf les Français. C'est comme ça. Bon, vous connaissez mon avis sur la question. Vous avez une Syrie où un pays détruit, où la société est détruite, les gens se sont entretués, hein, c'est un truc terrible. L'Irak est détruit, désarticulé. Ce sont des pays déconstruits, où il n'y a plus de centre, il n'y a plus de classe politique, il n'y a plus d'élite, tout le monde est parti. Les voisins se sont entretués, entre déchirés, déconstruit vraiment, c'est une bouillabaisse. Et vous avez donc l'émergence de mafias, plus ou moins islamistes, plus ou moins affiliés à Al-Qaïda, plus ou moins kurdes, plus ou moins je ne sais pas quoi, qui font le travail d'un État. Un État au rabais, un État low cost, qui ramasse les impôts par le racket, qui gère la circulation de temps en temps, qui emprisonne les bad boys, les voyous, mais qui ne s'occupe pas d'électricité, qui ne veut pas s'occuper des universités. Voilà, c'est l'État au rabais. C'est Mad Max, on est dans Mad Max. Et nous, la France et l'Europe, nous avons délégué la gestion de cette région à qui? Aux Américains et aux Russes, et un peu aux Saoudiens et aux Qataris. Les Russes, ils ont terminé Daesh, ils l'ont achevé, enfin plus ou moins, parce qu'elle revient. Les Américains, ils ont fait des choses sous Obama, pas grand-chose, ils ont fait du flanc. Je dis bien sous Obama. Hein, il y a Américains, mais le mandat d'Obama dans la région a été assez lamentable. Il n'a pas combattu Daesh comme il fallait. Hein. C'est les Russes qui ont fait le boulot. Et nous avons laissé le Qatar et l'Arabie sponsoriser les mafias. Des moments qu'elles ont la barbe. Les Turcs aussi. Hein. Et donc vous avez aujourd'hui une région qui est ingérable. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. L'Irak n'a plus de solution. Parce que quand vous avez désarticulé une région, il n'y a plus de solution. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si nous armons Bachar al-Assad, on lui refait des bisous, on l'invite à la Gay Pride de l'Élysée, celle de 2023, même si on le rétablit dans sa réputation, dans sa respectabilité, même si on le finance, il ne pourra plus retrouver le contrôle de son pays. Voilà où je voulais en venir en conclusion. Vous avez une région qui est totalement déconstruite, qui est juste mûre pour un empire. Et l'empire, il peut être turc. Parce que c'est la seule force structurée qui peut encore... Parce que quand vous avez un empire, vous pouvez vous accommoder d'États voyous à vos marges. Vous les stipendiez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous en faites des réservoirs de mercenaires, comme les Russes font avec les Tchétchènes. Pour la Russie, la Tchétchénie, c'est un réservoir de mercenaires, de violence. D'ailleurs, ils les envoient en Ukraine aujourd'hui. Voilà, donc il ne faut pas tout mettre sur le dos des Occidentaux. Parce que la Syrie s'est détruite elle-même. Ce sont des Syriens qui ont tué des Syriens. Ils n'ont pas eu besoin de Français, ou d'Américains, ou d'Anglais pour faire ça, ou de Russes. Ce sont des Irakiens qui se sont entretués entre eux. Ils n'ont pas eu besoin de Bush pour faire ça. C'est comme les Maliens ou certains Africains. Certains de mes amis africains me font rire. Certains, pas tous. Ils me font rire. Parce qu'ils me disent la France nous a fait. Mais je lui dis, mais attends, ce n'est pas Macron qui a la machette et qui coupe la gorge de ton frère. C'est toi qui le fais. Personne t'y oblige. Hein. Voilà. Mais on a quand même laissé faire ou allumé des feux qui ont préparé le terrain devant l'Empire turc. Et moi, très sincèrement, en tant qu'arabe, je n'ai aucune espèce d'envie de revivre un impérialisme turc. Parce qu'il n'a servi à rien. L'impérialisme turc a mis le monde arabe, d'Alger au Caire, en passant par Bagdad, il l'a mis au congélateur pendant 500 ans. De l'an 1400 et quelques jusqu'en l'an 1900, à peu près, les Turcs nous ont mis au congélateur. Ils n'ont réglé aucun problème. Aucun. Ils se sont servis là où il y avait de l'argent à faire. Ils ont trafiqué des esclaves et puis ils sont partis. Pas de monuments, pas de route, pas de... Les Français, au moins, avec toutes les critiques que je leur fais, notamment dans ce bouquin, une contre-histoire de la colonisation française, au moins, ils ont laissé des choses. Ils ont au moins créé une élite qui, bon an, mal an, nous a conduits
à ce que nous sommes aujourd'hui, des pays pas trop dysfonctionnels. Je parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Ça fonctionne à peu près, malgré tout. Voilà. Les Turcs, ils n'ont pas laissé ça. Ils ont laissé des ruines. Voilà. Ben moi, si j'étais syrien ou irakien, je serais désolé, ou libanais, ou jordanien, je serais désolé de savoir que les Turcs pourraient d'une manière ou d'une autre me mettre sous leur tutelle. C'est une réelle régression. On dit en général en Amérique du Sud, la décennie perdue. Les années 80, c'est la décennie perdue. Là, on aura le siècle perdu, si c'est le cas. Parce que Erdogan n'a aucune espèce de projet ni d'envie pour les Arabes. Il ne veut pas nous développer, il nous méprise. Enfin, je lui fais un procès d'intention. Ils se servent de nous. Les Turcs sont des colonisateurs au sens brut du terme, traditionnel. Je me sers de toi. Ce ne sont pas des Romains. L'Empire ottoman, ce n'est pas l'Empire romain. Il n'a rien laissé. Il n'y a pas de droit romain, il n'y a pas eu de... Rien. Tout pour les Turcs. Il n'y a pas d'assimilation d'ailleurs. Enfin, il y a une assimilation, mais ça se discute. Hein, ça se discute. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'assimilation, mais ça se discute. Hein, tu ne deviens pas romain. Les Turcs n'assimilaient que ceux qui voulaient vraiment renoncer à tout, notamment devenir musulmans sunnites. Et puis ils assimilaient aussi par les histoires d'enlèvement d'enfants dans les Balkans. Enfin bon, ce n'est pas une assimilation très consensuelle. Hein, ce n'est pas la France d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, à demain. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle a été utile. Ciao.